On va commencer. Je vais passer tout de suite la parole pour une première intervention à Jean-Paul Hiltenbrand. Je vais vous parler essentiellement de la question de la parole. Juste rapidement, une date pour fixer les choses. 1861, c'est l'aphasie de Broca qui a été décrite par Broca. Et depuis cette date, nous savons que la parole transite dans l'hémisphère gauche et dans l'aire pariétale gauche. C'est quelque chose de tout à fait important que nous sachions et que nous insistions sur cette dimension du fait que la parole, c'est du corps, c'est pas du signifiant. La parole se caractérise d'être universelle et première, que chez l'enfant, elle s'acquiert de façon spontanée, régulière et rapide, et que son acquisition est quasiment irrépressible. En effet, sauf quelques cas pathologiques, la parole ne s'apprend pas et n'est pas l'objet d'un enseignement. La parole se distingue de la fonction linguistique du signifiant. La parole est initialement auto-organisée. Nous ne savons pas encore aujourd'hui, malgré toutes les recherches, nous ne savons pas pourquoi l'homme peut parler dès le premier âge et qu'il n'a rien à apprendre de ce côté-là. N'est-ce pas que c'est spontané? C'est spontané et immédiat. Ce que je privilégie dans cette problématique de la parole, c'est qu'elle s'élude de plus en plus dans notre société, n'est-ce pas? Et que cette fonction éminente qui est là présente dès la naissance, eh bien, tend à perdre de son importance dans le discours social. Il y a un autre fait que je vais signaler pour finir, la dysphorie de genre, eh bien, là aussi, n'est-ce pas, est contemporaine déjà d'une certaine illusion de la parole, qui est évidemment marquée aussi par l'apparition de l'invention de Bell, c'est-à-dire le téléphone, 1926. Vous voyez que tout ce contexte fait que nous sommes aujourd'hui dans une évolution qui n'est pas simplement où on peut repérer une affection ou une pathologie grâce à la fonction signifiante, ou la définir au travers de la fonction signifiante, c'est aussi à définir au travers de la fonction de la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais essayer d'enchaîner tout de suite avec une autre participation. Est-ce que Martine, tu voudrais justement enchaîner sur ce que tu voulais nous proposer? Donc, mon propos, c'est de parler de ce qu'est l'éthique vécue, l'éthique pratique avec les adolescents. Quand ils viennent rencontrer un analyste, ils viennent avec des nouveaux mots. Des nouveaux mots qui n'ont pas le statut de signifiant, pas encore, et c'est peut-être là l'enjeu de donner à ces nouveaux mots que nous allons rencontrer avec les adolescents le statut de signifiant. L'éthique du discours analytique, celle dans laquelle on prétend se situer, est impérative. Et ceux qui travaillent avec les enfants, avec les adolescents, la prennent très vite à leurs dépens, car ils se trouvent au croisement des demandes, ils se trouvent au croisement des transferts, au croisement des refus aussi.
Finalement, cette éthique, elle ne relève pas de connaissances sur le développement de l'enfant, elle ne relève pas de la science, elle relève d'une éthique de la parole. Se tenir au discours analytique, c'est faire la supposition d'une énonciation possible chez l'adolescent. Plusieurs mots sont nécessaires pour rendre compte de la position éthique pratique. On peut parler de suspension du jugement, on peut parler d'attention, on peut parler de curiosité, on peut parler d'adresse. Autrement dit, l'analyste doit faire crédit à la parole alors même qu'elle n'a pas encore le statut de parole. L'éthique vécue consiste à reconnaître l'énigme qui est posée, à suspendre son jugement, à considérer comme une énonciation ce qui est proposé. Il s'agit d'engager le transfert avec des questions, avec une adresse qui vise à travailler le langage qui nous déroute et à défaire la volonté performative qui est accordée au langage. Donc, cette phrase qui peut servir de viatique à cette éthique vécue, qu'on dise, c'est le sujet de l'inconscient, de l'acte, qui reste oublié derrière la demande, elle-même portée ou recouverte par la doxa la plus bruyante. Mais alors, quel est le référent? Le phallus? Un magma de lettres? Bien que toute parole ne soit pas un dire, qui ouvre la possibilité d'initier, d'ordonner un discours, quelque chose de l'inconscient peut surgir, une possibilité de transmission, une possibilité de fantasmatisation. Il faut que l'analyste puisse répondre présent, répondre dans le texte du patient, faire valoir ce qui relève de la citation et de l'énigme, et répondre aussi en son nom propre, sans se défausser devant les signifiants de l'impossible que sont le sexe, la mort, le père. Car rappelons-le, il n'y a pas de symbolique prévue, enregistrée d'avance pour venir là où l'on ne peut pas dire ou pour assurer ce que Charles Melman appelait la bonne jouissance de sa pratique. Merci beaucoup, Martine. Je vais proposer à Christiane d'enchaîner. J'ai envie de faire quelques remarques sur la transmission. C'est-à-dire la transmission se fait par la parole, mais qu'est-ce qui va faire que la singularité d'une parole va pouvoir permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole, justement. Charles Melman nous a aidés en cela, en proposant de façon vigoureuse la lecture ordonnée des séminaires de Lacan. Et nous l'en remercions aujourd'hui. Nous le remercions d'avoir lié la fondation de notre groupe à la lecture de ce séminaire, ce qui valait interprétation. Il s'est donc agi pour nous de lire les séminaires de Lacan selon un ordre chronologique qui insistait donc sur sa recherche, ses obstacles et ses avancées. Il devenait inapproprié, dès lors, de s'attacher aux morceaux choisis selon nos inclinations particulières. L'enjeu devenait de percevoir les difficultés affrontées par Lacan. Il ne s'agissait pas non plus de penser par période l'enseignement de Lacan, on en a parlé ce matin, ni de choisir où l'on arrêterait sa lecture, car les dimensions symboliques, imaginaires et réelles ne se distribuent pas selon une historicité. Deuxième événement qui a contribué à nous former est le choix du séminaire à lire et à étudier au moment même de la fondation de notre association, le séminaire intitulé « Les noms du père », texte qui nous mettait au pied du mur au moment où la mort de Lacan aurait pu être interprétée quasi religieusement comme la mort d'un père, de reprendre autrement alors les relations entre symbolique, imaginaire et réel et ce qui les fait tenir ou pas ensemble.
C'est aussi un texte qui explicitement substitue à la triade corps, mort, jouissance le nouage du symbolique, de l'imaginaire et du réel. L'une des questions que je me pose est celle de savoir si aujourd'hui, l'ère du temps ne nous aurait pas fait revenir à l'ancienne triade, corps, mort, jouissance, plus conciliante avec la conscience qu'avec les automatismes de l'inconscient. L'insistance de Lacan sur la place du réel ne doit pas faire abandonner ce que la parole engage de vérité. D'autre part, il semble qu'en face d'une certaine rupture de certains repères aujourd'hui, il faille explorer plus avant ce que la psychanalyse apporte sur les questions d'écriture et d'inscription. C'est dans cet espace entre deux que se déploie notre pratique et son questionnement. Merci, merci beaucoup, Christiane. Je vais passer la parole à Patrick Guillaumard, qui est l'un de nos invités, qui nous fait l'amitié de participer aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je suis très sensible au fait que vous m'ayez invité à être présent à l'occasion de cet anniversaire qui est tellement important pour vous et qui, comme tout anniversaire, est aussi une occasion de refondation et de réinterprétation de la fondation. La question du désir de Lacan, c'est pas une question psychologique, hein, c'est pas une question de l'homme Lacan. Très lacaniennement, c'est la question du rapport de Lacan au désir de l'autre, et donc quel était l'autre pour Lacan. Le désir de Lacan, pour prendre les choses par un point de vue peut-être plus théorique, nous savons tous qu'il n'a pas changé, il s'est déplié, mais enfin, c'est pas la même chose de centrer le désir autour du manque et de le centrer autour du réel. Pas du tout la même chose. Il n'a pas cessé de progresser. Et un des derniers propos de Lacan que nous avons évoqué, Charles et moi, mardi dernier, hein, savoir y faire avec son symptôme, donc savoir y faire avec le réel, effectivement, nomme parfaitement quelque chose, en tout cas du désir de Lacan, mais c'est quelque chose que Lacan n'aurait pas pu dire, je pense, bien longtemps avant. Alors, un dernier mot sur l'éthique, peut-être pour ne pas parler trop longtemps. Je crois que la question de l'éthique, je l'aborderai plutôt de deux façons. Il y a deux registres de l'éthique. Il y a une éthique qui concerne le rapport à la technique analytique, c'est-à-dire ce que nous savons, hein, de configuration clinique, de structure, l'idée que nous nous faisons de la remémoration, du transfert, du dire, comme vous le disiez, et la façon dont nous tenons compte de ces éléments comme une valeur dans notre pratique. Hein. Ce n'est pas que de l'éthique, c'est la place donnée à un savoir et à une technique. Hein. Et à notre pratique, l'analyse est une pratique. Il y a un autre aspect, une autre dimension de l'éthique que je citerai plus par rapport à la psychanalyse en tant que telle. Alors, par rapport à la psychanalyse en tant que telle, c'est à quelle place nous mettons la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est que pour nous la psychanalyse? Est-ce que c'est un champ clos qui pense tout? Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce que la psychanalyse est une conception du monde? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une pratique scientifique? Est-ce que la psychanalyse fonde tout? C'est-à-dire le rapport que nous avons à la psychanalyse. Et c'est ça qu'incarnait Lacan dans sa façon d'exercer la psychanalyse. Il y a évidemment une différence structurale, c'est le cas de le dire, entre ceux qui pensent que tout a commencé avec Lacan, par conséquent, c'est plus la peine d'étudier Freud, hein, et ceux qui situent Lacan dans une transmission, qui n'est pas simplement une idée. Hein. Dans n'importe quelle page, vous trouvez de Lacan, vous trouvez un dialogue explicite ou implicite avec Freud. Constamment. On ne peut pas lire Lacan si on ne connaît pas Freud. Hein. Si on n'a pas des réminiscences de Freud, c'est impossible. Hein. C'est absolument impossible. Donc ça, dans la différence qui peut exister entre les institutions analytiques et les modalités de transmission, c'est essentiel.
Donc le désir de Lacan, c'est aussi le courage de reconnaître ce lien entre Lacan et Freud. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je passe la parole à Marika. Alors, j'ai choisi de parler un peu de la psychanalyse de l'enfant, parce que, bon, d'abord, je vois beaucoup d'enfants, et ensuite, parce qu'elle est prise actuellement, surtout en institution, dans des politiques de soins où les exigences de protocolisation, de diagnostic, de médication par la fameuse Ritaline rendent difficile, mais pas impossible, c'est ça que je voudrais vous dire, la rencontre avec l'enfant par la parole. Ça devient compliqué, mais ça n'est pas impossible. Les épidémies diagnostiques se sont succédées. Moi, j'en ai vu depuis, je sais pas, depuis 40 ans, j'ai vu beaucoup d'épidémies défiler dans un langage nouveau, celui du DSM, qui a pour particularité de manier des acronymes. Les 10, les HPI, les TDAH, les TSA, les TND. Donc, une valse des signifiants, des substitutions terminologiques, des jeux de mots peut-être, en lien avec les mutations du politico-social. C'est un fourre-tout clinique, nosographique. Il n'est même pas utile que je vous traduise ces acronymes, puisque ce sont des mots ou des signifiants à tout faire. Et évidemment, avec eux, existe le transfert et existe l'inconscient. Je vous donne un petit exemple récent pour illustrer mon propos. Une fillette de 8 ans inquiète ses parents par son petit appétit. C'est ça la demande, c'est un petit appétit. Donc, ils viennent consulter tous les trois. Qu'est-ce qu'elle dit? Quasiment à la première phrase. J'ai un amoureux, il est TSA, TDAH aussi, et il a une AVS. Elle a 8 ans. Donc, l'amoureux est réduit, résumé à des lettres, des sigles. Et je lui dis, mais comment s'appelle-t-il? Antoine. Et à partir de cette nomination, le discours de cette petite fille commence à se déployer et elle explique son petit appétit, enfin en tout cas elle parle de son petit appétit et des diverses stratégies alimentaires mises en place à l'école et à la maison, parce que tout le monde est un émoi naturellement. Et elle me dit, mes parents, ils me font des plats que j'aime pour que je mange. Ils me surveillent, mais j'ai pas faim. Alors, ils sont vexés. Alors, je lui dis, vexés? Elle me dit, oui, vexés. Ils sont pas dans leur assiette. En tout cas, le travail avec cette petite fille s'est engagé dans les signifiants qui vont tourner autour du symptôme, dans la présence de l'analyste précisément. Voilà. Merci beaucoup, Marika. Merci beaucoup. De penser que dans notre association, comme le disait Christiane, l'un des fils conducteurs depuis 40 ans, c'est de mettre un séminaire de Lacan à l'étude, de pouvoir repérer justement où il s'inscrit, dans quelle filiation, comment nous nous inscrivons, nous, dans cette lecture, comment nous nous engageons justement, pas seulement dans la clinique de tous les jours, dans ce que nous faisons, mais aussi dans cet effort de transmission qui va être abordé un peu plus en détail demain, autour de justement comment transmettre. Et donc pour moi, c'est l'un des enjeux justement de notre association qui implique ce travail. Je ne sais plus si on dit encore intention, extension, mais justement dans le sens de la clinique, mais aussi se nourrir de ces autres cliniques, hein, de ces autres lieux où la psychanalyse continue de travailler et de se faire travailler par des collègues. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation aux uns et aux autres. Au revoir.